Qu'est-ce que la finale de Stranger Things peut nous apprendre sur nos parties de jeux de rôle? C'est ce qu'on se pose aujourd'hui comme question à Conseil D&D avec Pierre-Louis. Générique! Eh oui, on a un générique pour cet épisode-là. C'est Germain qui l'a fait. J'espère que l'animation était à la hauteur de ce que j'avais en tête. Excuse-moi, Germain. Ça m'est venu spontanément comme ça. Ben oui, écoute, je veux que tu le saches d'entrée de jeu, je ne ferai pas de spoilers pour la saison 5 de Stranger Things. Je l'ai écouté dans le temps des fêtes. J'ai beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'on en parlera maintenant sur notre podcast Action Bonus. Mais moi, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Ça m'a fait beaucoup réfléchir aux enjeux. Tu sais, les enjeux, c'est qu'est-ce qu'on risque de perdre si notre aventure est un échec. Ça arrive souvent dans Donjons Dragons, on réfléchit aux enjeux, c'est super important. Qu'est-ce qui arrive si les joueurs ne vont pas dans le donjon? Qu'est-ce qui arrive si les cultistes réussissent leur invocation mystique? Qu'est-ce qui arrive si on n'arrête pas Tiamat? Tu sais, c'est ça l'enjeu. Qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qu'on a à perdre? C'est quoi le plan qu'on cherche à arrêter des méchants, par exemple? Puis dans Stranger Things, c'est un peu la même chose. Et sans spoiler, je pense que ce que certaines personnes ont peut-être moins aimé de cette saison-là, c'est que les enjeux devenaient un petit peu difficiles à suivre parce que trop gros, trop grand, trop animé par ordinateur, combat de kaiju, des fusils, des explosions. Un peu comme dans les films de Marvel, hein? Tu sais, les films de Marvel des dernières années, les enjeux, c'était pas mal souvent « Eh boy, il va falloir sauver le monde! C'est gros le monde, il y a beaucoup de gens, ça serait plate que ces gens-là meurent, hein? » Puis, je sais pas si vous remarquez un peu ce qu'il y a ici en commun avec toutes ces finales-là ou ces films qui nous apparaissent un petit peu quelconques. C'est que c'est trop gros. Les enjeux sont devenus tellement immenses que c'est difficile pour notre esprit émotif de s'attacher puis de faire « j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose, la créature est trop grosse, je suis pas capable de la voir toute dans le même cadre en même temps. Ce monstre-là qui détruit New York, je sais même plus c'est quoi, c'est comme un extraterrestre, il y a des missiles, c'est-tu des lasers qui lancent? Et qu'est-ce qui va arriver à Captain America si un laser il tombe dessus? Je sais pas, sans doute rien, I guess, mais peut-être. C'est comme s'il nous manquait un petit peu d'incarnation. Tu sais, vous le savez, souvent les histoires des débuts de super-héros, ben, ça nous rappelle un peu les débuts de nos aventuriers. Hein. Quand on est niveau 1, un rat géant nous fait peur. Puis les enjeux, c'est de sauver les enfants du fermier qui sont dans le sous-sol avec le rat géant. Ça, on a vraiment peur parce qu'on peut vraiment mourir. On connaît les conséquences. On imagine c'est quoi la sensation de se faire dévorer le visage par un rat géant qui va commencer par les yeux puis nous arracher la langue après, nous laissant vivants mais défigurés à jamais. Tu comprends ça? Je peux l'imaginer. Ça peut m'effrayer. Je peux vivre quelque chose quand on me décrit cette situation-là. Mais quand on me décrit le retour d'un Dieu à travers un portail dimensionnel qui plie les dimensions ou un célestial niveau 32 qui apparaît, impossible pour moi de le visualiser. Tu comprends? C'est un peu pour ça que je pense que les grands anciens de Lovecraft font de très mauvais méchants de Donjons Dragons. C'est difficile d'imaginer Cthulhu. Puis si je suis capable de décrire Cthulhu, soudainement, il me fait plus peur. C'est un peu ridicule d'imaginer ce gros monstre-là avec des pièves. Dès que tu mets un stat block dessus, ça devient décevant. Je pense que c'est un peu le problème de la plupart des aventures de Donjons Dragons haut niveau. Pourquoi la plupart des joueurs décident de jouer niveau 1 à 10 et délaissent les hauts niveaux où est-ce qu'on a 200-300 points de vie, on peut lancer des sorts niveau 9, les créatures qu'on affronte sont des choses incompréhensibles venues du multivers? Mais c'est parce que c'est très difficile de comprendre, de s'attacher, de connecter, puis de vivre des vraies émotions. C'est juste trop gros. Puis quand le sort du monde ou de l'univers, ou pire, du multivers est en jeu, c'est vraiment impossible pour ma pauvre petite cervelle de primate émotive de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. J'aimerais donc vous inviter à, quand vous pensez à vos enjeux, même si vous êtes rendu niveau 17, même si vous êtes rendu à affronter Vecna, dieu des secrets,
ou le dieu endormi dans une lune de votre univers, là, il va falloir trouver une façon d'humaniser ces concepts-là, de les ramener à une échelle humaine, quelque chose qu'on peut comprendre. Vous l'avez peut-être senti aussi, mais ce qui a fonctionné le plus dans cette finale de Stranger Things, c'est pas les grands combats dans une autre dimension, c'est les résolutions de conflits humains, c'est les tragédies humaines, de perdre quelqu'un qu'on aime, d'avoir peur de perdre quelqu'un qu'on aime. C'est vraiment là-dessus qu'il faut miser, même quand on est rendu haut niveau. Si votre adversaire que vous avez en tête, c'est un adversaire qui est indescriptible, je pense qu'à ce moment-là, vous risquez de vous embourber dans une finale à la Stranger Things. Vous comprenez? Si la finale que vous avez en tête inclut plein de figurants d'une ville que vous ne connaissez pas, je pense que vous risquez de vous embourber dans une finale à la Game of Thrones. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut vraiment être attaché à des lieux, à des gens, à des concepts, à des factions. Il faut les humaniser aussi. Donc, il faut toujours que ces choses-là aient un visage humain. Si un de vos meilleurs amis ou un membre de votre famille fait partie du culte qui vont ressusciter le Dieu ancien et qu'il figure dans le combat final, bien déjà, on a un visage humain auquel s'attacher. Le grand ancien, c'est un détail dans l'histoire humaine qu'on raconte de la peur de perdre mon frère qui a été corrompu par le mal. Vous comprenez? On est plus dans du Star Wars. Les bons Star Wars, c'est pas les mauvais, là. Comprenez ce que je veux dire? L'enjeu, c'est essayer de retrouver mon père. Ils sont niveau 20, là. Imaginez, Luke Skywalker et Darth Vader sont niveau 20, mettons, là, OK? Peut-être pas, là. Peut-être qu'ils sont plus niveau 11-12 dans ma tête. Mais anyway, l'important de l'histoire, c'est pas la puissance des emplacements de sorts déployés par l'empereur. C'est l'histoire de Luke qui retrouve son père. C'est ça qui nous touche. Fait qu'il faut intégrer la même chose, je pense, dans nos parties de Donjons Dragons pour éviter de faire fausse route. Je pense que c'est la même chose aussi quand on est bas niveau puis qu'on veut rapidement élever les enjeux. On se dit comme maître de jeu, OK, ben là, il y a un dragon dans la ville, ou il y a une épée qui renferme l'âme d'un dieu, ou c'est l'explication de l'origine de la magie dans le monde. Et on est déjà, je pense, dans le tapis niveau 20, alors que nos joueurs viennent à peine de rencontrer la ville, leurs amis. Je pense que ça va être plus payant pour vous si, dans votre début de campagne, vous prenez du temps pour humaniser les personnages avant de leur donner l'âme d'un dieu dans les mains, là, puis leur donner une épée vorpale, une relique légendaire qui a traversé les âges. Je ne suis pas super attaché à ces concepts-là, à moins que ça ait un impact sur ma famille, sur mes amis, sur les personnages qui m'entourent. Puis je pense que même les gens qui jouent juste à D&D pour le fun ont quand même envie de s'attacher aux choses, malgré eux. Ils le disent pas comme ça, là. Souvent ils vont niaiser, puis ils vont avoir un ami qui est un gobelin qu'ils vont appeler Anana 2. Mais même là, on s'attache à Anana 2, on veut pas qu'il meure, tu sais. On va être prêt à tuer des gardes de la ville pour défendre Anana 2. Ayez pas peur de ça. Si vos joueurs connectent et deviennent super amis avec quelque chose d'absurde, c'est quand même précieux pour votre campagne puis pour créer des enjeux. Faut pas nécessairement tuer Anana 2, mais il faut qu'il fasse partie de l'histoire qu'on raconte. Il faut que ce soit ça l'enjeu plutôt que Cthulhu en arrière-plan. Vous comprenez ce que je veux dire un peu? Fait que c'était ma réflexion sur les enjeux, puis pourquoi des fois on est un petit peu trop rapide à parler de Dieu, origine de la magie, grands anciens, histoire qui remonte à 30 000 ans, puis qu'on prend pas assez le temps de parler de ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, avec papa, maman et Anana 2. Si vous voulez avoir le stat block de Anana 2, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez l'intégrer comme gros vilain de votre campagne. Puis vous allez voir, c'est pas mal meilleur que whatever ce qui était le Mind Flayer, OK? J'espère que j'ai pas fait trop de spoilers pour Stranger Things. J'ai essayé très, très, très fort. J'ai aimé ça quand même. Je dis pas que j'ai pas aimé la finale, mais les affaires que j'ai pas aimé de la finale, c'était ça.